Dans les années 1960, des scientifiques ont étudié des momies japonaises. Ils pensaient naïvement qu'elles avaient été momifiées après leur mort. Sauf qu'en leur passant un scanner, on a découvert que tous les organes étaient encore à l'intérieur. Contrairement à toutes les momies qu'on connaît déjà, qui sont normalement en quelque sorte vidées. C'est-à-dire qu'il a existé sur cette planète une pratique très spéciale qui consistait à s'auto-momifier vivant. Et tout ça se passe au Japon il y a bien longtemps, et c'est ce dont je vais vous parler. C'est incroyable. Cette pratique complètement folle que j'ai découverte et dont je vais vous parler aujourd'hui se nomme le Sokushinbutsu. Bon, quand je vous parle de momie, vous pensez tout de suite aux Égyptiens. La momification avait pour but de donner la vie éternelle, par exemple, chez les pharaons, même après la mort. Et justement, ce principe de vie éternelle, grâce à la momification, est plutôt récurrent chez les différents peuples à travers le monde qui avaient cette pratique. En Égypte antique, à une certaine période, c'était réservé notamment à des gens de rang assez haut, socialement. Au cours du temps, évidemment, la momification s'est transformée, notamment d'un point de vue technique, mais aussi qui pouvait se faire momifier. Certains animaux étaient également momifiés pour accompagner le défunt dans son voyage dans l'au-delà. Vous savez à peu près tous comment ça se passait. Les Égyptiens, eux, comment ils faisaient? Eh bien, ils vidaient le corps de tous les organes pour les placer dans les fameux vases canopes que vous connaissez tous. Le fait de vider le corps évitait justement la décomposition rapide de celui-ci. Et cette précision est plutôt importante pour ce dont je vais vous parler après. Le Sokushinbutsu, ou l'auto-momification ou la momification vivante. C'est plutôt dégueulasse, je vais pas vous mentir. Et d'ailleurs, anecdote incroyable, le jus ou même la poudre de momie a été vendue à une époque comme remède miracle. Je vous parle ici du XVIe siècle, et notamment des momies égyptiennes. Oui, c'est-à-dire que des truands faisaient de la liqueur de momie et ils vendaient ça comme si c'était un médicament. Ça existait. Il y avait également de la pommade de momie censée guérir moult maux. Encore plus fou, jusqu'en 1800, on rapportait des momies égyptiennes pour s'en servir d'emballage, ou même de boîte de chauffage. Tout est vrai. Imaginez qu'au lieu de mettre une bûche dans votre cheminée, vous mettiez un bout de momie. C'était tellement la belle époque. En 1888, un archéologue découvre une tombe avec à l'intérieur plusieurs centaines de milliers de chats momifiés. Littéralement des tonnes de chats momifiés. Là on se dit oui, ils les ont conservés parce que c'est une découverte incroyable. Autant de chats momifiés dans un seul endroit. Ils ont été mis dans un musée conservé. Pas du tout. Les types les ont broyés pour en faire de la poudre et tout ça a été envoyé en Angleterre pour fertiliser les champs. C'est-à-dire qu'on a utilisé des momies de chats vieilles de plus de 2000 ans pour faire pousser les futurs Frosties de Kellogg's. Tout est vrai. Mais à quel moment tu veux utiliser des momies de chats pour faire de l'engrais en Angleterre? Expliquez-moi. Mais bref, on digresse un peu, là n'est pas le sujet. À travers le monde, vous avez aussi les habitants de l'île Canaries qui pratiquaient la momification, mais également les Incas, les Aztèques et les Tibétains. Et chez les Tibétains, la momification était réservée aux personnages de haut rang dans leur religion. Mais bref, tout ça pour dire que la momification ne concerne pas que l'Égypte antique, mais bien plein de peuples à travers le monde. Et notamment le Japon, il fut un temps, qui a peut-être même la pratique la plus extrême de la momification, le Sokushinbutsu, que je vais vous expliquer aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, on peut appeler ça de l'auto-momification. Déjà, rien qu'avec ce mot, vous comprenez que ça va mal tourner. Cette technique hardcore de la momification était pratiquée par une branche hardcore également du bouddhisme. Le Shungendo a même été interdit en 1872 pour différentes raisons. L'une d'elles notamment, c'était à cause de cette pratique, l'auto-momification. Même si principalement c'était pour dégager des pratiques religieuses qui n'étaient pas japonaises à la base. Mais bref. Là n'est pas le sujet. L'automomification chez les adeptes du Shungendo a vu son apparition vers l'an 600. On a d'ailleurs retrouvé quelques momies dans le nord du Japon restées intactes suite à cette pratique. Le Sokushinbutsu ou automomification commençait quand vous étiez vivant et finissait évidemment par tuer la personne qui avait décidé de le faire. Le but final à tout ça n'était pas vraiment de se donner la mort, mais d'arriver à conserver son corps de manière éternelle grâce à un processus très précis qui durait entre 6 et 8 ans. C'est-à-dire que durant 8 ans, le moine qui avait décidé de faire le Sokushinbutsu procédait à un rituel extrême pour conserver son corps même après la mort. La première chose qu'il faisait durant les 3 premières années de sa transformation, c'était de modifier complètement son alimentation. Vous allez voir, c'est fou. Et cette manière de manger qu'il adoptait peut se traduire par manger un arbre, ou mokujiki en japonais. Et vous allez comprendre pourquoi on dit manger un arbre. En gros, ça voulait dire pas grand chose et pas très nourrissant. Mais c'est aussi un arbre au sens littéral du terme. Je sais pas si vous avez déjà tenté de manger un arbre, mais ça nourrit pas tellement. Oui, parce que le régime alimentaire adapté était constitué d'aiguilles de pin, et des aiguilles de sapin niveau calories, bah c'est pas trop ça. Différentes résines très pauvres en calories et également des graines, des noix ou des baies issues de la montagne. En parallèle, durant ce régime alimentaire extrême qui durait 3 ans, le moine pratiquait du
sport de manière intensive. En fait, le but était d'éliminer le maximum de graisse afin qu'elle ne détériore pas le corps une fois le processus terminé. Oui, parce qu'en fait, la graisse va accélérer le processus de décomposition. On peut dire que le moine faisait une sèche extrême. Je dirais même plus, il faisait la sèche ultime. Évidemment à ne pas reproduire, car comme on va le voir, ça finissait plutôt mal. Donc durant les 3 premières années, sport intense, aiguilles de sapin en guise de nourriture et autres baies et noix très pauvres en glucides. Arrivé au terme de ces 3 premières années de régime hardcore, eh bien il y avait une petite modification qui se faisait justement dans ce régime alimentaire. Phase 2 du Sokunshin Butsu. Cette phase numéro 2 va, elle, durer aussi 3 ans. Encore une fois, basée sur un régime alimentaire bien spécifique qui consiste cette fois à déshydrater le plus possible le corps. C'est-à-dire à enlever le maximum d'eau. Parce que l'eau aussi joue un rôle dans le processus de décomposition d'un corps. Le but était de se sécher, de ne plus avoir de graisse. Et il y a autre chose qu'on va voir. Donc le moine buvait le moins possible d'eau. Il buvait une décoction de toxicodendron verniclum. Alors le toxicodendron, c'est une grande plante qui peut atteindre 9 mètres de haut. Et cette plante contient notamment de l'urushiol. L'urushiol étant une toxine pour les insectes. Le fait de boire quasiment que de cette décoction de plantes toxiques durant 3 années, eh bien cela rendait le corps toxique pour les bestioles qui seraient amenées à vouloir le manger. Notamment le manger après la mort pour le décomposer. Ils empoisonnaient la totalité de leur corps pour éviter de se faire bouffer. Tout va bien. Ils tentaient de rendre leur corps impropre à la consommation des différents nécrophages qui viennent vous décomposer une fois que vous êtes mort. Plutôt sympa. T'imagines que pendant 8 ans, toi t'es matrixé dans ton truc à penser comment faire pour pas te décomposer. Et durant cette phase 2 du Sokushin Butsu, il passait sur un régime alimentaire aussi bien précis, notamment sur des écorces et des racines de pin. Dans la phase 1, il mangeait les aiguilles de pin, et maintenant il mange les racines et l'écorce, pour vous dire à quel point ils ont dû sécher. Donc là, faut bien imaginer qu'au bout de 6 ans à manger des aiguilles de pin et de l'eau toxique, le gars, il était plus vraiment en très grande forme. Mais son corps était tellement séché, sans graisse et sans muscles, qu'ils avaient aussi énormément de mal à se déplacer. Il restait quasiment assis toute la journée. Dans des radios de ces momies, on a pu trouver également des galets ou des cailloux de rivière. On imagine que le but était de couper la faim. Quand vous êtes rendu au point de manger des cailloux pour plus avoir faim, c'est que c'est pas normal. À noter que le breuvage toxique qu'ils buvaient durant 3 ans les faisait énormément vomir, ce qui augmentait leur déshydratation. Moi, j'ai vraiment l'image d'un moine dans sa montagne qui est sec, mais comme pas deux, et qui est totalement déterminé dans son truc. Mais c'est quand même un truc de fou, on est d'accord. C'est pas fini. Le pire reste à venir. Donc là, on est sur un processus qui dure entre 6 et 8 ans. Le timing n'est pas précisément défini. En fait, ils entament la dernière étape dont je vais vous parler quand ils considèrent que les étapes précédentes, la phase 1, la phase 2, elles arrivent à point. Et justement, la dernière étape, c'est peut-être la pire. Étape finale, enterré vivant. Une fois les étapes précédentes arrivées à leur terme, le moine allait tranquillement se mettre dans une cavité. Il était assis en position du lotus, c'est-à-dire il était comme ça, les jambes croisées, voilà, en position de méditation. Puis ses potes moines le recouvraient de cailloux. Il avait une petite corde reliée à une cloche à l'extérieur qu'il faisait sonner tous les jours. En fait, il faisait ça pour montrer qu'il était encore en vie. Il chantait également des chants spécifiques, notamment des chants religieux. Par exemple, le Nembutsu, je sais pas si je le dis bien. On lui mettait également une sorte de paille en bambou reliée à l'extérieur afin qu'il puisse respirer. Tous les jours, les autres moines venaient le voir pour vérifier si la cloche sonnait encore. En fait, on le mettait dans une cavité très étroite pour éviter justement qu'il y ait trop d'oxygène. L'oxygène accélérant le processus de décomposition. Ce qu'il ne voulait absolument pas parce que ça faisait 8 ans que le mec se préparait à ça. Je vous rappelle que le gars a mangé des cailloux pendant 8 ans pour ça. Hein. Le but final, je vous rappelle, c'est de rester pas décomposé après la mort. Je sais pas si vous imaginez la détermination pour en arriver là, mais il faut quand même être accroché. Hein. Bref, les moines venaient donc vérifier si la cloche sonnait. Et puis forcément, un jour, la cloche finissait par ne plus sonner. Et le chant du moine s'était arrêté. À un moment donné, tu peux plus vivre. Je veux dire, t'es enfermé dans des cailloux, t'as pas à manger, t'as pas à boire, t'as qu'une paille pour respirer, une corde avec une cloche, tu vas pas courir un marathon, hein, non. Évidemment, quand la cloche ne sonnait plus et qu'il y avait plus de chant, c'était que le gars avait rendu l'âme. Ses potes moines fermaient de manière hermétique le tombeau durant 3 années. 3 années plus tard, c'était un petit peu le Kinder Surprise. Les moines venaient voir si tout avait fonctionné. C'est-à-dire que le corps s'était momifié de manière parfaite. Avec encore les organes à l'intérieur, ce qui est extrêmement compliqué. À noter que dans 95% des cas, cela ne fonctionnait pas du tout. Et à la fin, il ne restait que des os. Dans le cas d'un échec, il pratiquait un exorcisme et refermait le tombeau définitivement sans rien toucher. À noter que c'est quand même le seum pour le moine qui a passé 6 ou 8 ans à bouffer de la caillasse et des plantes toxiques pour rater le truc, quoi. Bon, mais bon, c'était un petit peu qui tout double, et les moines le savaient très bien quand ils commençaient cette pratique. Mais par contre, quand la momification avait réussi, on prenait le moine auto-momifié, le moine bien
bien sec, et on le plaçait en décoration dans un temple. Il arrivait parfois que la momification soit à demi terminée. Du coup, les autres moines ne voulaient pas gâcher tout ce travail, et ils terminaient eux-mêmes la momification avec des procédés bien spécifiques. Notamment, ils fumaient le corps. Alors, ils fumaient pas le corps comme ça, ils le faisaient fumer, comme un jambon. En fait, ils faisaient ça notamment avec de l'encens. Et du coup, c'était une demi-victoire, parce qu'ils s'étaient pas auto-momifiés tout seuls. Il y a des scientifiques qui avancent que certaines momifications auraient réussi grâce à l'eau que buvaient certains moines. Pas la décoction de plantes toxiques, non, mais bien l'eau de rivière en elle-même, notamment de la montagne sacrée Yudono, qui était extrêmement chargée en arsenic, et donc qui contribuait à tuer les bactéries post-mortem, qui par écoulement augmentait les chances que l'automomification fonctionne. Officiellement aujourd'hui, on compte 16 momies de la sorte, mais apparemment il y en aurait un peu plus, certaines cachées ou bien encore juste méconnues du grand public. Pour des raisons évidentes de la pratique sur YouTube, je ne vais pas vous montrer d'images de celle-ci, sauf floutées. Vous pouvez notamment en voir une dans le temple Onyonji, dans la préfecture de Yamagata, ou bien dans le temple de Kanchuji à Asakawa, qui possède d'ailleurs la momie de moine auto-momifiée la plus ancienne connue, qui aura à peu près 330 années. On a d'ailleurs constaté avec des prélèvements des taux énormes d'arsenic dans celle-ci, qui a probablement contribué à sa conservation. Ce rituel a évidemment été interdit à la fin des années 1800. J'espère que vous aurez apprécié également cette découverte pour certains. Je vous laisse avec cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Merci à tous d'être arrivés jusque-là. Je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. C'était Tony. Au revoir.